est exemplaire. Il enchaîne, cette plaque se voudrait une ouverture d'un nouveau chapitre de l'histoire de Genève à Rousseau, de Rousseau à Genève. Le comité désire poursuivre cette rénovation et on commencerait par une chose tout à fait classique aujourd'hui, c'est simplement installer, lorsque vous verrez cette plaque tout à l'heure, installer un QR code. Et ce QR code expliquerait le rôle de l'histoire de Rousseau et c'est cette rue qui va vous être expliquée par M. Alain Martier. Roulant tambour, s'il vous plaît, les vieux grenadiers. Mesdames et messieurs, célébrer Rousseau devrait aller de soi. Nous avons le privilège d'avoir eu comme concitoyen un des hommes les plus extraordinaires de tous les temps, quelqu'un qui a transformé le monde et qui a joué dans le cadre réduit de la République de Genève un rôle énorme dans des circonstances assez paradoxales que je vais essayer de vous retracer. La plaque que nous allons dévoiler représente un des temps forts de l'histoire de Genève, mais non pas au moment où Rousseau a vécu, mais bien par la suite. Je vais essayer de vous situer cet événement dans un contexte plus général. De manière tout à fait récurrente dans l'histoire des républiques, quelles qu'elles aient été des républiques aristocratiques ou des républiques démocratiques, peu importe, il y a toujours eu une tendance de ceux qui étaient au pouvoir de penser qu'ils étaient là parce qu'ils étaient les meilleurs, parce qu'ils avaient une compétence particulière qu'ils avaient tendance à dénier aux autres. Et inversement, vous aviez dans la population des citoyens qui avaient tendance à penser que tout le monde devait être égal et que par conséquent, tous les citoyens devaient avoir leur mot à dire dans le déroulement des activités de l'État. C'est dans ce contexte-là que nous devons situer l'intervention, le rôle énorme joué par Jean-Jacques Rousseau. Mais je voudrais d'abord remarquer que ce que je viens de vous dire, c'est une situation récurrente qui s'est posée dans toutes les républiques de l'histoire. Vous avez déjà ce problème d'opposition entre ce que j'appellerais, faute de mieux, une aristocratie et les bourgeois. Vous l'avez déjà à Athènes. Au siècle de Périclès a succédé la tyrannie des 30 tyrans. Vous retrouvez le même problème à Rome. Le conflit entre Marius et Sylla n'est rien d'autre que l'expression de ce problème qui a trouvé sa solution avec la victoire définitive de Jules César. Vous le retrouvez à Florence. Machiavel le décrit. Vous le retrouvez à Venise. Vous le retrouvez à Berne, à Lucerne, à Soleure, à Fribourg, à Mulhouse et naturellement aussi à Genève. La particularité de Genève, c'est qu'elle avait une institution particulière qu'on appelait le Conseil général, qui était, si je peux m'exprimer avec ce terme que j'emprunte à nos concitoyens de Suisse allemande, la Landsgemeinde de Genève. On réunissait tous les citoyens au temple de Saint-Pierre, et là, ils pouvaient délibérer et voter, comme c'était le fondement même de la démocratie genevoise. Mais, très rapidement, l'évolution, non pas des institutions, mais des habitudes, a fait que, petit à petit, on a recruté les membres du gouvernement, les membres du Petit Conseil, les membres du Conseil des 200, uniquement parmi les familles qui étaient les mieux établies dans la République de Genève. Et les citoyens qui, en quelque sorte, ont été exclus du pouvoir, ont cherché à le reprendre. Alors, à Genève, ils avaient un droit particulier. C'était une institution qui figurait dans la constitution de la République de Genève, à savoir le droit de représentation. Lorsque l'on dit en français « je vous représente quelque chose », cela veut dire d'une part qu'on expose une idée, mais aussi que l'on fait de manière plus ou moins discrète un reproche. Eh bien, les citoyens de Genève avaient le droit
de formuler des représentations et ils ne s'en sont pas privés à travers tout le XVIIIe siècle. Mais en particulier, à partir du moment où Jean-Jacques Rousseau est devenu, bien malgré lui, le centre de la situation politique de Genève, les citoyens ont adressé des représentations au gouvernement. Il y en avait une quantité. Il y a eu, il faut vous imaginer qu'à l'époque, l'ensemble de la bourgeoisie de Genève représentait un effectif d'environ 1400 personnes. Et là-dessus, il y a eu des représentations qui ont été animées par pas moins de 900 citoyens qui sont allés en cortège présenter aux syndics, aux 4 syndics, leurs revendications. Et les syndics, tous issus de la même classe politique, ont essayé d'écarter les initiatives de la population. Ils ont invoqué ce qu'on a appelé le droit négatif, le droit de dire non. Et ils ont essayé de l'appuyer, de l'étayer sur la Constitution de Genève. D'un côté, vous avez donc ceux qu'on va appeler les représentants, qui sont ceux qui animent des représentations adressées aux autorités. Et d'un autre côté, vous avez ceux qu'on appelle les négatifs. Et c'est ce conflit entre représentants et négatifs que l'on va retrouver pendant tout le XVIIIe siècle et bien au-delà, comme je vais vous le dire dans un instant. Le conflit a eu son moment d'apogée, si je puis dire, autour de la personne de Jean-Jacques Rousseau. Pour pouvoir vous expliquer cela, il faut évidemment que je revienne à quelques éléments de la vie de Jean-Jacques. Comme vous le savez tous, sur un coup de tête, ce jeune homme, à l'âge de 16 ans, a quitté Genève avec la ferme intention d'aller vagabonder à travers le vaste monde. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en Annecy, où il a rencontré Madame de Barrance. Et puis, il a continué une longue errance à travers toute l'Europe, en particulier en France, et il s'est retrouvé à Paris, avec une ambition démesurée. Voilà ce petit-fils d'horloger qui veut devenir un grand maître de la musique. Parce que si nous avons tendance à considérer Jean-Jacques Rousseau comme un écrivain, lui, il se considérait avant tout comme un musicien. Et ce musicien a remporté un succès phénoménal. Lorsqu'il a réussi à faire jouer son opéra Le Devin du village à la cour à Versailles, toutes les dames de la cour ont fondu en larmes. Il faut vous expliquer pourquoi. Au moment, à l'époque, on honorait les comédies de Molière. Et vous avez tous en mémoire ces circonstances extraordinaires d'un père autoritaire qui décide que sa fille épousera monsieur un tel sans aucune considération pour les sentiments de sa fille. Et c'était comme ça à l'époque. Et quand Louis XIV a épousé une princesse d'Espagne, c'était un mariage arrangé. Et avant la cérémonie du mariage, il n'avait jamais vu son épouse. Et pour beaucoup de personnes à l'époque, c'était la règle. Et voilà que tout d'un coup, dans la cour à Versailles, on célèbre une comédie, un opéra dans lequel une bergère énonce ses sentiments pour un berger. Et malgré leur timidité, ils finiront par révéler l'un à l'autre leurs sentiments. Et voilà que toutes ces dames de la cour qui avaient été privées d'un véritable amour ont tout d'un coup eu la révélation de ce qui leur manquait. Et quand elles ont pleuré, c'était probablement moins sur l'histoire qu'avait mise en scène Jean-Jacques Rousseau, mais plutôt sur leur propre sort. Donc, un succès extraordinaire. Le roi a fredonné les airs du Devin du village. Et puis, par la suite, le Devin du village a été joué à l'Opéra de Paris. Et pendant plus de 60 ans, il a été joué à toutes les saisons, sans aucune exception. Il n'y a pas un opéra de Mozart, pas un opéra de Wagner qui ait été joué
avec une telle continuité comme le devin du village. Donc Rousseau est dès cet instant un homme célèbre, mais célèbre comme musicien. Mais il a aussi remporté un prix extraordinaire, le prix accordé par l'Académie de Dijon à la faveur d'un concours qui a permis à Rousseau de formuler une espèce de remise en question de la société dans laquelle il vivait. Et cela a permis à Rousseau de devenir aussi du jour au lendemain un écrivain redoutable et un écrivain honoré. Mais Rousseau a connu une espèce de conversion intérieure. Il s'est rendu compte que ce qu'il avait écrit était en contradiction avec sa vie. Et il a décidé de réformer sa vie. Il a décidé de revenir à la pureté qui avait été le cadre moral de son enfance. Et il a donc décidé de quitter Paris, ville de corruption, d'ambition, ville dans laquelle il fallait toujours saluer bien bas des personnes plus haut placées que ce soit dans la société. Et il a décidé de revenir à Genève, dans la République, dans l'endroit où les êtres humains sont égaux entre eux. Et il revient effectivement en 1756. Il s'établit d'abord à Grange-Canal, mais pour quelqu'un qui aimait marcher comme Rousseau, ça n'était pas un problème. Grange-Canal, c'était à portée de promenade du centre de la ville. Et étant à Genève, donc, il rencontre des personnes qu'il avait connues 20 ans, 30 ans auparavant, et avec lesquelles il renoue contact. Et il est partout reçu avec le même enthousiasme, avec la même ferveur d'amitié, parce que Rousseau est un homme simple, avec lequel le contact est extrêmement facile, d'égal à égal, et en plus, il est une célébrité. Donc, Rousseau est adulé à Genève. Adulé par les petites gens, par les gens modestes. Et il décide donc de revenir à Genève définitivement, mais d'abord il doit liquider ses affaires à Paris. Donc il retourne à Paris, et là, il apprend avec consternation que Voltaire vient de s'établir à Genève, au Lélis. Vous connaissez évidemment la maison de Voltaire. Or, Voltaire veut introduire à Genève le théâtre. Il veut introduire à Genève les mœurs de Paris. Il veut introduire à Genève l'ambition, le désir de plaire, le besoin de satisfaire des exigences de luxe, c'est-à-dire tout le contraire de la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Alors Rousseau hésite parce qu'il sait très bien que Voltaire est un homme qui a une présence d'esprit extraordinaire, alors que lui, Jean-Jacques Rousseau, c'est un timide qui n'ose pas parler en public, qui a toujours peur de perdre le cours de ses idées et qui sait très bien que Voltaire va l'expédier d'un revers de manchette, alors que lui n'aura pas la possibilité de se défendre parce qu'il n'a pas la présence d'esprit nécessaire. Et voilà, Rousseau renonce à venir à Genève et il va simplement habiter la campagne dans les environs de Paris. Et puis, le temps passe. En 1762, Rousseau publie coup sur coup deux œuvres majeures. D'une part, l'Émile et d'autre part, le contrat social. L'Émile, c'est un livre sur l'éducation, c'est un livre qui a apporté une véritable révolution dans le monde. Il faut vous rappeler qu'à cette époque, dans la bonne société de Paris et même de Genève, les mères de famille se débarrassaient rapidement de leurs enfants parce que c'était une entrave à la vie sociale qu'elles voulaient mener. On les donnait en nourrice, et puis s'ils survivaient, tant mieux, s'ils ne survivaient pas, tant pis, on en fera d'autres. Et dans ces conditions, Rousseau vient écrire au début de l'Émile une phrase prophétique qui a changé le cours de la vie d'innombrables, de millions d'êtres humains. Il a simplement dit « Mère, aimez vos enfants ». Et c'est une révolution. Et ensuite, dans le 4e livre de l'Émile, Rousseau déploie une véritable profession de foi de la religion naturelle. Il a la prudence de mettre ça dans la bouche d'un ecclésiastique catholique, le vicaire Savoyard, qui a réellement existé. C'est un personnage historique, mais peu importe ici.
Donc Rousseau fait une profession de foi dans laquelle il dit en substance, Dieu existe, si vous voulez en avoir la preuve, allez dans la nature, admirez son œuvre et adorez-le. Or, ce faisant, Rousseau commet un véritable scandale, parce que, en disant qu'il prouve l'existence de Dieu autrement que par la révélation, c'est-à-dire en dehors des Écritures saintes, il donne évidemment un coup de griffe monumental au christianisme. Et en plus de ça, quand il dit adorer Dieu dans la nature, il fait abstraction des églises et on n'a plus besoin d'un clergé. Alors évidemment, ce faisant, il s'est mis à dos tout le monde, le clergé catholique aussi bien que le clergé réformé. Et voilà, Rousseau est condamné à Paris. Lénine a été brûlé sur la place publique à Paris et par chance, Rousseau apprend par son ami le maréchal de Luxembourg, in extremis, il apprend qu'il va se faire arrêter. Et alors le maréchal de Luxembourg lui met à disposition une voiture et des chevaux pour partir au plus vite. Et c'est comme ça que Rousseau arrive à Yverdon. À Yverdon, il s'établit chez un de ses admirateurs qui le reçoit pour quelques jours. Et Rousseau apprend à Yverdon qu'à Genève, on a brûlé non seulement les villes, mais aussi le contrat social. Avec raison, il faut l'admettre. Parce que le contrat social, le procureur général Tronchin de Genève ne s'est pas trompé. Il a écrit à un de ses amis, ce livre a été écrit pour nous. C'est un livre genevois. C'est un livre écrit sur la base de l'expérience de la vie politique de Genève. Mais, comme vous le savez, ce livre a fait le tour du monde et pratiquement dans toutes les constitutions, on affirme, même si on ne la respecte pas, la souveraineté populaire, ce qu'est un concept du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Donc, le contrat social a été brûlé avec les milles devant l'hôtel de ville de Genève. Et M. Jean-Jacques Rousseau est menacé de se faire arrêter s'il vient à Genève. Alors lui qui a évidemment fui Paris pour cette raison ne va pas venir à Genève, c'est évident. Et il est donc à Yverdon, et au bout de peu de jours arrive le bailli qui lui dit « Leurs Excellences vous enjoignent de quitter le territoire bernois ». Donc il ne peut plus aller à Genève, il ne peut plus rester en France, il ne peut plus rester dans le territoire de Berne. Où va-t-il? Le plus proche, c'est la principauté de Neuchâtel, et il arrive comme ça dans le Val de Travers, à Motier. Où étant, il va se promener, il se lie d'amitié avec le représentant du roi de Prusse, qui est le prince de Neuchâtel, et il mène une vie tout à fait paisible parmi les habitants du Val de Travers. Au bout de quelque temps, il recevra même la nationalité de Couvet, le village d'à côté, et donc il ne peut plus courir le risque d'être apatride, et comme les Genevois, l'aristocratie de Genève l'a tellement maltraité, il écrit une lettre somptueuse au premier syndic de Genève pour lui dire qu'il renonce à la nationalité genevoise. Après cela, le scandale va en croissant à Genève parce que la population n'a pas accepté la condamnation de Rousseau. Alors pour cette raison, tout d'un coup, les Genevois font des représentations successives au gouvernement, d'ailleurs le plus souvent en vain, parce que le parti du gouvernement est pris. Mais ici, je dois ouvrir une toute petite parenthèse pour vous dire que M. Hildebrand m'a pressé en me disant qu'il me donnait 5 minutes, que j'ai déjà largement dépassé. Et je n'ai pas l'intention de vous exposer dans le détail tout ce que l'on doit à Rousseau dans la vie politique du XVIIIe siècle. Mais pour vous rassurer, vous trouverez tout ça dans une brochure qui relate non pas ce que je vous dis, mais ce que j'aurais aimé vous dire. Je ferme ici cette petite parenthèse et je reviens à mon propos. Jean-Jean, voilà le texte, la présentation de cette brochure. Donc, j'enjambe 3 décennies et nous arrivons à la Révolution de Genève en 1782. Une révolution extraordinaire, une révolution qui met aux prises les mêmes forces que celles qui déchireront la France 7 ans plus tard. Le grand historien français Sorel n'a pas hésité à écrire que la révolution de Genève en 1782, c'est la répétition
générale sur un petit théâtre de ce que sera la Révolution française. L'importance de cette révolution, elle découle de la confrontation entre les événements de 1782 à Genève et ceux de 1792. En 1782, les puissances qui entourent Genève ne peuvent pas tolérer que l'on ait dans cette petite république un gouvernement républicain, ça c'est assez banal, mais surtout un gouvernement reposant sur le peuple, un gouvernement démocratique, un gouvernement dans lequel tous les citoyens sont égaux. Pour la France conservatrice, inégalitaire, noble, il n'en est pas question. Et c'est la raison pour laquelle l'armée française arrive et installe des batteries d'artillerie sur les hauteurs de Saint-Jean. L'artillerie piémontaise s'installe au bois de la Bâtie et l'artillerie bernoise s'installe au Paquis. Et on somme les citoyens de Genève de rétablir l'aristocratie dans l'étendue de tous ses pouvoirs, faute de quoi on détruira la ville. Et la menace a été prise au sérieux. Les plus éminents des représentants se sont évadés par le lac et les autres ont rendu leurs armes et la milice de Genève a été désarmée. Les officiers ont cassé leurs épées avant de les rendre. La chape de plomb du conservatisme le plus rétrograde s'est abattue sur la République. Mais quand les États généraux ont été convoqués en France, quand les États généraux ont prêté le serment du jeu de paume, que Louis XVI a pratiquement perdu ses pouvoirs et qu'il est devenu le prisonnier de l'Assemblée nationale, à ce moment-là, les Genevois reprennent, 10 ans après, la Révolution là où elle avait été interrompue. Et on élit une Assemblée constituante. Et sur la table du président de l'Assemblée constituante, il y a le buste de Jean-Jacques Rousseau. La Révolution se fait au nom de Jean-Jacques Rousseau, selon les idées de Jean-Jacques Rousseau, selon la doctrine qu'il a insufflée à ses concitoyens. Les travaux de l'Assemblée constituante commencent par la rédaction d'une déclaration des droits, mais pas la déclaration française, une déclaration beaucoup plus complète, intitulée, et ça c'est très révélateur, Déclaration des droits et des devoirs de l'homme en société. Remarquez bien ces mots. Des droits et des devoirs, il est inutile de souligner que les hommes ont des devoirs, ce que les révolutionnaires français ont complètement escamoté, mais ils ont aussi des devoirs en tant qu'êtres humains. Le préambule de la Constitution de Genève, ce n'est pas simplement un préambule pour les droits des Genevois, c'est une constatation de portée générale pour tous les êtres humains. Après cela, le gouvernement révolutionnaire prend la décision d'honorer la mémoire de Jean-Jacques Rousseau et il fait apposer une plaque à la mémoire et à la gloire du grand homme. Mais là, il y a un problème, un vrai problème, c'est que Jean-Jacques Rousseau représente le petit peuple, il représente l'aspiration à l'égalité, il représente le respect des droits individuels. On ne peut tout de même pas avoir fait naître le grand homme de la République dans le repère de l'aristocratie. Parce qu'en effet, Rousseau est né au 40 de la Grand-Rue, sur la colline de Saint-Pierre. Or, la mère de Jean-Jacques Rousseau, Suzanne Bernard, était d'une bonne famille genevoise, d'une vieille famille, d'une famille qui, avant même l'escalade, avant même la réforme, avait eu un syndic qui avait été 7 fois premier syndic de la commune de Genève. La famille Bernard est une famille aisée. Et lors de son mariage, Suzanne Bernard, avec Isaac Rousseau, va s'établir dans la Grand-Rue et c'est là que naîtra le petit Jean-Jacques. Mais on ne peut pas admettre que l'homme qui représente l'égalité soit né dans le repère de l'aristocratie. Donc on le déclasse en quelque sorte et on l'honore dans le faubourg de Saint-Gervais parce que c'est là qu'il a effectivement vécu quelques années de son enfance et c'est là que le petit peuple de Genève parle, vit et aspire à l'égalité.
C'est donc pour ça que l'on a installé cette plaque sur cette rive et non pas de l'autre côté. Le peuple de Genève a pu célébrer Jean-Jacques Rousseau chaque fois que celui-ci avait son anniversaire, le 28 juin. Et le 28 juin, ici même, là où vous êtes, le peuple de Genève se rassemblait et en cortège se rendait sur la plaine de Plainpalais pour célébrer des fêtes, les vraies fêtes, les fêtes du peuple, organisées par le peuple, où le peuple est acteur et spectateur à la fois. C'est le message de la lettre à d'Alembert de Jean-Jacques Rousseau. Et c'est ce spectacle-là que les Genevois s'offrent avec le plaisir d'honorer ainsi encore une fois Jean-Jacques Rousseau. Voilà donc ce qui se passe ici jusqu'au jour funeste de l'annexion de Genève, qui devient tout d'un coup le chef-lieu d'un département, d'un État voisin puissant. Et puis, après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne va être pour les négatifs l'occasion de prendre leur revanche. On va tout simplement écarter le peuple des institutions. Le Conseil général disparaît. Le Conseil général ne se rassemblera plus. Les citoyens n'ont plus un mot à dire dans la gestion des affaires. Le pouvoir appartient à une élite qui est représentée par un conseil représentatif et souverain, ce qui veut bien dire que le peuple a été dépouillé. Mais le peuple va se souvenir de ses droits et il va manifester ça dans une occasion particulière. Tout d'un coup, les citoyens de Genève vont se cotiser. Il va y avoir une souscription de grande envergure et l'on va demander au grand sculpteur genevois James Pradier, qui fait carrière à Montpellier, à Paris et dans d'autres villes de France, on va lui demander de faire une sculpture de Jean-Jacques Rousseau. Et cette sculpture, on va la placer au centre de la ville, sur une île, l'île des Barques, qui deviendra depuis lors l'île Rousseau. Et l'aristocratie, le petit conseil se sont abstenus. On ne les a pas vus. Ils n'étaient pas là le jour de l'inauguration de la statue. Et quand on a dévoilé la statue, les deux rives du lac étaient noires de monde. Tous les citoyens de Genève du petit peuple étaient là. Ils ont protesté silencieusement, avec discrétion et avec dignité. Un message voulait dire aux autorités: vous nous avez dépouillés de nos droits, mais nous n'avons pas oublié que nous sommes le peuple de Genève. Voilà le sens de cette plaque. Le message de Rousseau a été de rétablir et de défendre l'égalité, qui est devenue définitive en 1846, lorsque la Constitution inspirée par James Fazzi a rétabli définitivement la notion d'égalité, celle qui nous est chère, celle qui nous régit, celle qui est le fondement de la vie sociale à Genève. Je vous remercie. Admirez la plaque. Allez-y. Vous avez compris que le message de M. Marty est exceptionnel et c'est comme si nous avions inventé devant vous ce matin les causeries du samedi matin, et on pourra un jour lui demander peut-être de nous parler des cabinotiers, des rues genevoises, des artisans genevois. Ça sera dans les années qui viennent. Il pourra continuer à vous expliquer l'histoire de Genève. Voilà, j'aimerais remercier M. Roland Kerr, qui est venu depuis Motier et de Châtel. Je veux le remercier parce qu'il est venu exprès pour cette inauguration. Il anime, M. Kerr anime la maison et le musée Rousseau à Motier. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus, notamment, je voudrais remercier, vous avez compris qu'il y a une table derrière vous, il y a une table où il y a des livres, vous pouvez obtenir le livre, vous pouvez obtenir la dédicace de M. Marty sur le texte qu'il vient de présenter. Il a été édité cette semaine, il est à votre disposition. Ensuite, je voudrais vous remercier infiniment, remercier toute l'administration de la société Manor, ici, parce qu'elle a, grâce à cette société, nous avons les drapeaux, nous avons le tapis, nous avons
les vieux grenadiers, nous avons l'ensemble d'une commémoration. Et vous voyez, la police nous avait demandé de mettre le public sur les trottoirs pour ne pas empêcher la circulation, et nous respectons cela. Vous pouvez expliquer ça à la police. Voilà, je vous remercie infiniment. Le dessert, le café, le vin rouge, le vin est à l'intérieur. Je remercie infiniment les patrons du rétro. Ils sont à notre disposition. Vous pouvez vous servir. La fête se termine ici et vous aurez l'occasion de... Il y a un livre rouge qui est sur la table. Vous pouvez mettre votre nom si ça vous intéresse d'être tenu au courant des activités du comité européen. Jean-Jacques Rousseau, vous êtes les bienvenus et nous aimerions être nombreux la prochaine fois que nous nous réunirons. Je vous souhaite une excellente fin de journée et merci d'être venus. Bravo!